Bien, bonjour. Dans cet exercice, on va s'intéresser à une génératrice à courant continu. Alors, on a quelques informations sur la génératrice. Et bon, on peut lire ceci. Donc, on vous dit que c'est une génératrice à courant continu, à excitation indépendante. Et on donne des caractéristiques. Donc, il va falloir essayer d'expliquer ces caractéristiques. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est peut-être de reprendre. J'ai rajouté un schéma, bon, qui n'était pas dans l'énoncé, mais j'ai rajouté un schéma du principe de la machine à courant continu. Alors là, donc avec en bleu, nous avons donc le stator, donc la partie fixe, qui est alimentée en courant continu. Donc là, bien sûr, on est sur une machine à courant continu, donc toute l'alimentation est continue. Donc le stator est alimenté en courant continu. Et donc ce stator qui est alimenté en courant continu, si on regarde les courants tels qu'ils vont tourner, en fait, vous avez changer de couleur, mais vous allez avoir un champ magnétique B statorique qui va être comme ceci. On va refaire un peu différemment, mais on va avoir un champ statorique qui va être dirigé comme ceci en fonction des courants, d'accord, comme ceci. Et donc ça, c'est pour le champ statorique. Et ensuite, ce que vous allez avoir, vu que c'est une génératrice, quand c'est génératrice, on peut l'écrire, c'est essentiellement de méca. Donc il y a un opérateur qui va faire tourner le rotor dans l'objectif de générer de l'élec. Donc là, il faut un opérateur qui met en rotation le rotor, qui est en rouge sur le schéma. Donc, on va supposer que ça tourne comme ceci. Donc, on a un gamma opérateur qui est comme ceci, enfin en projection selon l'axe Z, d'accord? Et donc qui fait tourner le rotor dans le sens indiqué. Et les différentes spires de la partie rotorique, passant dans le champ statorique, dirigé selon UY, vont subir un phénomène d'induction. Et donc, il va apparaître un courant qui va générer de l'électricité au niveau du rotor. D'accord? Donc, on reprend encore une fois. Il faut alimenter le stator, ou alors le stator est un aimant permanent. Donc, on crée un champ magnétique statorique permanent au niveau du stator en faisant passer un courant continu. Ici, c'est bien avec un courant, vu qu'il y a une excitation. Il y a une excitation. Et donc, les spires du rotor, donc vous avez le champ statorique, et les spires du rotor tournant dans le champ statorique, du fait de l'action de l'opérateur qui fait tourner le rotor, eh bien ça va créer un phénomène d'induction au rotor et donc de l'électricité au rotor. Et alors on peut même préciser, donc si le système tourne comme ceci, si l'opérateur fait tourner le rotor comme c'est indiqué ici, on peut même trouver l'orientation du courant. Donc là j'ai représenté l'orientation du courant dans les spires. Alors pourquoi cette orientation-là? Parce que si on considère l'orientation moyenne des courants, si vous faites une orientation du champ magnétique moyen compte tenu de l'orientation des spires, si on fait comme ceci, on aura le B rotorique qui sera en moyenne dirigé comme ceci. Donc le B rotorique sera en moyenne dirigé comme ceci. Et donc on voit que en ordre de grandeur, ça c'est le champ, entre guillemets, c'est le B rotorique moyen, de même que c'était le B statorique moyen. Mais maintenant on sait que le couple qui est généré, ça c'est le couple électromagnétique, ça va être en fait, c'est comme du M vectoriel B, mais ce qui joue le rôle de M ici à l'unité près, c'est le B rotorique, et ce qui joue le rôle du B statorique, c'est ceci, donc c'est le M vectoriel B. Et donc en fait, vu l'orientation, on va avoir un gamma électromagnétique scalaire UZ qui sera négatif. Parce qu'en fait, l'idée c'est que, pour dire les choses plus simplement, l'opérateur, il va entraîner le rotor comme ceci. Ça, c'est l'opérateur qui va entraîner le rotor comme ceci. Et on voit bien que le B rotorique aurait envie de... Le B rotorique, il aura envie de se réaligner sur le B statorique. Donc forcément, le couple, donc il y a un couple opérateur qui est positif et qui, en régime régulier, est contré par le couple électromagnétique qui est forcément négatif. Et donc le B rotorique, alors qu'on l'entraîne comme ça, a envie c'est pour ça qu'il faut continuer à entraîner, envie de revenir sur le champ statorique, donc à l'opposé de où on l'emmène, et donc ça crée un freinage. Et donc c'est en fait le couple de l'opérateur est positif, la puissance mécanique apportée par l'opérateur est positive,
Et donc la puissance du couple électromagnétique est négative, et donc elle absorbe cette puissance, en fait absorbe la puissance de l'opérateur pour la restituer sous forme électrique à la force électromotrice. Voilà. Alors sinon, pour compléter un peu sur les grandeurs, l'excitation, c'est forcément le stator, parce que c'est lui, donc encore une fois, il n'y a pas de phénomène d'induction au stator. Le stator est d'une part parcouru par un courant permanent, donc vous n'avez pas d'effet de LDI sur DT, donc il n'y a pas de terme d'induction propre vu que le courant qui passe dans le stator est un courant permanent. Et d'autre part, le champ rotorique est en moyenne fixe du fait du système balai-collecteur, donc vous avez un champ rotorique qui est fixe, et donc le flux, enfin la dérivée par rapport au temps du flux du champ rotorique à travers les spires du stator fait 0. Donc vous n'avez pas de flux, de variation du flux du rotor à travers le stator. Donc au niveau du stator, vous n'avez ni phénomène d'induction propre, ni phénomène d'induction mutuelle, de par la direction du champ rotorique. En revanche, donc ça c'est bien l'excitation, donc il n'y a pas d'induction au stator, donc le stator est bien l'excitateur, et le 220 volts va représenter la tension d'alimentation des spires du stator, et 0,26 ampères est le courant qui passe dans les spires du stator pour créer le champ magnétique. En revanche, le rotor sera l'induit, donc comme on l'a expliqué, hein, les spires du rotor passent devant le champ statorique, et quand elles passent devant le champ statorique, eh bien, elles subissent un phénomène d'induction. Et là, c'est le courant au niveau des spires du rotor et la tension utile. Donc, ce ne sera pas la force électromotrice parce que vous aurez une chute de tension au niveau des résistances, mais ce sera vraiment la tension disponible en sortie de génératrice. Voilà. Et ça, bien sûr, le 1500 tours par minute, on peut envisager que c'est la vitesse de rotation du rotor, et ça, c'est le couple de l'opérateur. Ça paraît assez naturel de considérer ça comme le couple de l'opérateur et ceci comme la vitesse de rotation. Bon voilà, on a essayé de décrire les principaux éléments, mais je pense qu'il faut bien avoir en tête ce schéma du moteur à courant continu pour pouvoir un peu comprendre ce qui se passe. Encore une fois, le stator excite, et dans ce cas-là, c'est bien le rotor qui subit l'induction, et on est en fonctionnement génératrice, donc de mécanique vers électrique. Alors dans un premier temps, on demande de faire les schémas électriques de l'induit et de l'inducteur. Donc on rappelle que l'inducteur, c'est bien le stator, c'est l'excitation. Donc si on complète un peu les schémas, au niveau du stator, vous avez forcément un US qui est la tension d'excitation qui est de 220 volts dans l'énoncé. Vous avez un courant IS qui va circuler. Donc c'est le courant qui est fourni ici qui est de 0,26 ampères. Alors en toute rigueur, on pourrait se dire qu'il faut rajouter une force électromotrice vu que vous avez du bobinage. Mais en fait, encore une fois, comme expliqué, le courant est permanent, vous n'avez pas le terme LDI sur DT, et il n'y a pas de flux variable du rotor à travers le stator dans un moteur à courant continu en fonctionnement régulier. Donc il n'y a pas non plus d'induction mutuelle. Donc il n'y a pas besoin de mettre une force électromotrice. Et la seule chose qu'il y a à mettre, il y a des enroulements, donc il y a quand même une résistance. C'est pour ça qu'il faut maintenir la tension. Le courant ne se maintient pas tout seul. Donc il y a une résistance qu'on peut l'appeler RS, qui est la résistance du stator. Au niveau de l'induit, donc le rotor, donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de générateur qui alimente le rotor, hein, c'est vraiment l'action mécanique de l'opérateur qui le fait tourner. Mais par contre, du fait qu'il tourne, il y aura donc un phénomène d'induction, donc il y a une force électromotrice de mutuelle, juste de mutuelle, parce qu'encore une fois, le courant qui va être généré au sein du rotor, c'est un courant permanent. Donc vous aurez une force électromotrice qui va être générée, qui serait moins dφ sur dt, et due au stator. Vous avez un courant permanent qui passe dans le rotor, donc et le IR, donc il est fourni ici, c'est 6,8 ampères, donc le IR c'est 6,8 ampères. D'accord? Il y a la résistance du rotor, qui est scalée, qu'on pourrait calculer éventuellement peut-être. Mais alors, attention, la tension qu'on vous fournit, vu que c'est bien marqué la tension utile disponible, on comprend bien que la force électromotrice, elle n'est pas réellement disponible. Parce que si vous branchez au niveau du rotor, si vous branchez au niveau des spires du rotor, pour récupérer la tension, vous ne récupérez pas vraiment E, parce qu'il y a une résistance dans les enroulements qui fait que vous récupérez en fait, à la chute ohmique près. Donc en fait, on peut l'appeler UR, mais c'est que ceci que vous récupérez. Si on préfère, UR,
ça serait E moins R de R IR. Donc la tension qu'on récupère, ce n'est pas exactement la force électromotrice, c'est un peu moins. Et on se met bien en convention générateur, parce que là on n'est pas sur une force contre-électromotrice, on est bien sur une force électromotrice qui va donc permettre de générer, enfin c'est bien un aspect générateur. Donc on est bien, par contre les 220 volts c'est lui. Ça c'est les 220 volts. Bon, je dirais que là, c'était la partie la plus difficile de l'exercice, entre l'explication ici et puis le schéma ici. Une fois qu'on a fait ça, les calculs sont plus extrêmement difficiles, une fois qu'on a compris ceci. Si vous voulez, là, c'est là qu'on se brancherait, qu'on brancherait une lampe ou qu'on brancherait un appareil et qu'on pourra alimenter un appareil. On pourra alimenter quelque chose pour... Okay. Donc maintenant, alors on pose quelques questions, mais c'est pas très compliqué. La puissance mécanique, on prend le fonctionnement nominal, on vous indique qu'il y a un couple, on peut penser que c'est le couple de l'opérateur, qui vaut 11 Nm, et tout ça tourne à 1500 tours par minute. Donc la puissance mécanique qui doit être générée par l'opérateur, donc cette puissance méca, qui va être la puissance de l'opérateur, c'est le gamma opérateur fois oméga, la vitesse de rotation. Donc on part sur 11,2 Nm, et il faut juste faire attention que, bon, oméga, il faut le remettre en système SI, en unité SI, d'accord. Donc on part de 1500. Un tour, ça correspond à 2 pi radians. Il faut rediviser par 60 pour se ramener en secondes. Donc on passe des tours par minute à bien sûr 60 fois moins par seconde et 2 pi en termes de radians. Et pour passer au radian. Et donc finalement, bon, si on tout calcul fait, enfin je peux le mettre ici, on a une puissance méca qui est de l'ordre de 2 kW, enfin entre 1,76 kW. Donc ça c'est pour la puissance mécanique que doit délivrer l'opérateur. Pour en fait contrer quoi? Il faut contrer, encore une fois, vu que quand l'induction, par ses effets, tend à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance, donc le B rotorique, le courant induit qui va générer, il va générer ce B rotorique, et le B rotorique aurait tendance d'aller se réorienter par le couple sur le B statorique, donc à l'opposé de la façon dont on le fait tourner l'opérateur. Donc en fait, l'opérateur doit s'opposer au couple électromagnétique, dans ce cas-là résistant. Et c'est cette puissance qui est absorbée finalement par le couplage électromagnétique et qui va par le couple électromagnétique et qui est restituée sur la force électromotrice, éventuellement à des pertes de frottement près ou mécanique près. Ensuite, la puissance consommée par l'excitation, donc on rappelle que l'excitation c'est le stator. Le stator, il faut l'alimenter. Vous fournissez 220 volts et 0,26 ampères. On pourrait aussi en déduire la résistance des enroulements si on le souhaitait. Donc la puissance qui est consommée, la puissance électrique au niveau du stator, c'est la tension du stator fois le courant qui circule dans le stator. Alors tout ça en régime continu, donc on est en régime continu, donc il n'y a pas de cos phi, d'accord, c'est vraiment une puissance instantanée qui s'identifie à la puissance à tout instant en moyenne. Voilà, ce sont des grandeurs, c'est directement les grandeurs continues, c'est pas du tout des grandeurs sinusoïdales ici, donc il n'y a pas de facteur de puissance. Donc on avait dit 220 volts pour l'alimentation, donc là c'est bien alimenté en 220, et il y avait 0,26 ampères pour le courant, donc un gros cinquième, et donc bon, si on fait le calcul, la puissance électrique au niveau du stator qu'il faut fournir au stator, donc c'est bien ça, et ça fait, je ne savais pas grand chose par rapport à l'autre, c'est que 57 watts, enfin en toute rigueur, il faut quand même fournir ça. Donc normalement, si vous ne le fournissez pas, il n'y a pas de champ statorique, et donc si vous n'avez pas de champ statorique, vous n'aurez pas d'effet d'induction. Donc faut quand même, ça c'est pas le plus important, mais il faut quand même le fournir. Alors par contre, quelle est la puissance utile? Donc la puissance utile, c'est la puissance que vous allez récupérer. Donc vous imaginez que vous mettez une charge ici. Il faut imaginer qu'ici en sortie, il y a une charge, vous envoyez ça sur un système quelconque. Et donc vous voyez bien que la puissance de la force électromotrice, ça serait E fois IR. Mais vous ne récupérez pas ça parce qu'il y a une partie, un RI carré, qui part dans l'échauffement de la résistance. Donc en fait, ce que vous récupérez réellement, c'est UR, IR. C'est la tension en sortie fois le courant développé. Donc c'est simplement... On peut le voir ici, si on multiplie ici par IR, on pourrait multiplier ceci par IR, et on voit bien que UR-IR, c'est ce qui est fourni par la force électromotrice, moins la dissipation par effet Joule. Donc ce qui est vraiment disponible, la puissance utile,
c'est ce qui est disponible en sortie de la génératrice, donc c'est le UR-IR. Alors on a aussi pour UR, on vous dit que c'est aussi 220 volts, et IR c'est 6,8 si je me souviens bien. Et là on a forcément un peu moins, vous ne pouvez pas avoir plus que le reste, hein, c'est pas possible. Et donc la puissance utile, c'est 1,5 kW. Donc là vous avez 1,5 kW pour la puissance utile. Il suffit de faire le calcul qui est là, mais en gros on a 7 fois 200 quoi, pour simplifier. Et donc maintenant le rendement, alors si on calcule le rendement ρ, eh bien c'est la puissance utile sur la puissance consommée, mais totale. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a comme puissance totale consommée? Il ne faut pas oublier, en toute rigueur, il y a deux termes à compter. Donc la puissance utile, bon là, bon, ça c'est connu, c'est la puissance utile qui est ici. Mais pour la puissance consommée, il faut bien comprendre que vous devez d'une part, le plus gros de la puissance, c'est entraîner le rotor en rotation et contrer l'action du couple électromagnétique, contrer l'action de la loi de Lenz, disons. Donc il faut déjà tourner comme ça, ou il y a de l'eau qui fait tourner une turbine, peu importe, mais il faut fournir cette puissance-là, et il faut fournir en toute rigueur la puissance électrique au stator. Bien le fournir aussi, même si elle est beaucoup moins grande, mais en toute rigueur, si vraiment on écrit tout, la puissance consommée, c'est P méca plus P élec du stator. Il faut bien fournir l'énergie du stator. Encore une fois, le rotor n'est pas alimenté. Le rotor, vous le faites tourner et ça va générer de l'énergie électrique. Bon, au final, la puissance élec statorique est assez faible devant la puissance mécanique, mais enfin, pour toute rigueur, il faudrait faire ça. Et donc, si on fait ce calcul-là, donc vous reprenez les différentes valeurs et on trouve 82% pour le rendement. Voilà. Donc, je dirais que finalement, les calculs sont assez élémentaires. Hein. C'est essentiellement des A fois B qu'il faut faire. Le problème, c'est de bien comprendre. Si vous avez juste la fiche signalétique comme ça, il faut réussir à repenser. C'est quoi à peu près le moteur à courant continu? Attention ici, on est en fonctionnement génératrice. Réussir à faire les schémas. Bon, une fois que ça c'est fait, une fois que cela est fait, le reste, c'est pas extrêmement compliqué. D'accord? Donc voilà pour l'idée de cet exercice. Je vous remercie.